Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du mardi 24 octobre. Au sommaire, l'Ouganda passe à l'agriculture bio avec l'utilisation des engrais organiques. Cette initiative de l'entreprise Marula Protein fournit aux agriculteurs un engrais moins cher et permet d'améliorer les exploitations agricoles. Une marée noire s'est produite en Suez après l'échouement de ferry qui a causé l'échappement du gasoil qui se trouvait à bord du bateau. Les précisions dans ce journal. Et puis la biodiversité animalière menacée. Certaines espèces animales femelles meurent juste après avoir donné naissance. Comment cela est-il possible? Vous le verrez dans un instant. C'était donc tout pour les titres. À présent, le développement. Les rideaux sont tombés sur la 10e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé, Cialo 2023. Après plus de 10 jours d'exposition et de panels riches sur plusieurs sujets, les participants notent diversement cette 10e édition. Viva Samana et Emeka Gatier pour le compte rendu. L'édition 2023 du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé Cialo appartient désormais à l'histoire. Après 10 jours d'exposition de produits agricoles et des solutions innovantes à l'agriculture locale et sous-régionale, les exposants notent diversement cette édition. Le salon m'a beaucoup permis à découvrir beaucoup de choses. Sans vous mentir, nous ne sommes qu'à notre deuxième année en avril et que je n'ai jamais assisté au salon de Cialo, c'est la première fois. Mais j'ai appris beaucoup de choses au bout de ce salon. Et ça m'a permis aussi de faire connaître mes produits à la population togolaise. Nous sommes vraiment contents de participer à cette foire et à laquelle nous avons eu beaucoup de contacts, beaucoup de potentiels clients et voilà, qui sont intéressés à nos produits. Parce que certains se disent qu'ils ne savaient pas qu'ils peuvent trouver ces produits ici localement. Ils pensaient que tout, ils devraient importer, mais à travers cette foire-là, nous nous sommes fait connaître et les gens savent que désormais, ils peuvent trouver les couveuses et les poussins d'un jour et les volailles donc nourries ici, engraissées, produits ici et engraissées ici. L'année passée, ça a été bien aussi. On a bien vendu. Cette année-là, on a vendu un peu parce que, bon, on ne sait pas, on a commencé au milieu du mois ou comment. Si c'était la fin du mois qu'on a commencé, ça allait nous arranger. Donc, comme ça coïncidait par la rentrée, nos clients qui nous visitaient, on n'a pas gagné assez de clients. Mais ça, c'est bon quand même. On apprécie aussi l'influence. On apprécie l'influence. L'année passée, ça a été bon, plus que cette année. Donc, je vois que c'est la rentrée qui a pesé sur les parents. Ils ne sont pas venus. Mais on compte revenir l'année prochaine aussi. Ça nous plaît tellement. Parce qu'on est venu, on a rencontré les étrangers. Avec les enseignements qu'on nous fait, ça nous a émerveillés. Donc, nous prions que les organisateurs gagnent aussi les moyens pour refaire et refaire. Nous allons venir. Ça nous a tellement plu. La clôture des expositions a eu lieu le vendredi 20 octobre dernier. Ceci met fin à 10 jours d'exposition, 2 panels riches en partage sur les expériences avec des experts issus du ministère togolais de l'agriculture et de ses partenaires nationaux et internationaux, ainsi que du secteur privé. Les participants repartent avec de nouvelles connaissances et espèrent les mettre en pratique pour développer et faire accroître la production agricole. Le rendez-vous est alors pris pour la prochaine édition avec l'espoir d'un résultat plus satisfaisant. En Ouganda, un groupe de producteurs s'est lancé dans la production d'engrais biologiques. Cet engrais fait à base d'asticots permet d'améliorer les rendements des agriculteurs et constitue une alternative aux engrais chimiques qui coûtent cher sur les marchés. Plus de précisions dans le commentaire qui suit. Face à l'envolée des coûts des engrais chimiques, un groupe de producteurs ougandais à la recherche d'alternatives aux produits chimiques se sont tournés vers les produits biologiques. Grâce à des fermes d'asticots, ils parviennent à produire des engrais de manière plus durable. À Kinga, situé au centre du pays, Wagodoma et sa femme labourent leur jardin de haricots. À main nue, ils répandent la matière organique sur le sol avant de s'aimer les légumineuses. Ce qui m'a incité à me tourner vers les engrais organiques, c'est le prix des engrais chimiques.
Je n'avais pas d'autres sources d'argent pour continuer à les utiliser. Les petites récoltes que nous obtenions ne permettaient de subvenir qu'aux besoins de base du ménage. Donc au début de la saison de plantation, nous n'avions pas d'argent pour acheter des engrais pour préparer notre jardin. L'initiative en faveur des engrais organiques est menée par une entreprise appelée Marula Protein qui utilise les asticots et des mouches soldats noirs pour transformer les déchets organiques en engrais. Cette matière première facilement disponible fournit un engrais organique propre et sûr que les agriculteurs ougandais utilisent pour améliorer le sol et leurs exploitations. Nous déchiquetons tous les déchets. Nous les faisons fermenter dans des fûts et la fermentation rend les déchets mous. Puis les déchets mous sont donnés à nos asticots pendant une période de 7 à 8 jours. Les asticots qui les mangent les consomment avec leurs enzymes. Ils décomposent tous les déchets. En fait, les déjections de la larve sont l'engrais et c'est similaire à ce qui se passe dans la nature, donc c'est le processus que nous imitons. Selon le PDG de Marula Protein, de nombreux agriculteurs du pays dépendaient auparavant des engrais azotés, mais cet engrais chimique a doublé depuis le début de la guerre en Ukraine qui a diminué le pouvoir d'achat de la population. Afin de promouvoir un cadre de durabilité, l'entreprise donne aux petits exploitants agricoles les moyens de produire leurs propres engrais et aliments pour animaux. Elle fournit également aux agriculteurs des larves de 5 jours qu'ils élèvent pour produire leurs propres engrais. Face à la dégradation du potentiel hydrique au fil des jours, le royaume chérifien signe une convention de coopération avec la Suisse en vue d'améliorer ses performances en matière de gestion en eau. Parmi les actes de cette nouvelle coopération figurent la formation et l'innovation. Alessandra Adekombi nous en parle. Une convention de coopération a été signée lors de la première édition des Journées scientifiques Maroc-Suisse à Rabat, dans la capitale marocaine. Placée sous le thème « Les enjeux de l'eau au Maroc », le royaume chérifien bénéficiera de l'expertise avérée de la Suisse en matière de la gestion des ressources en eau. Cette expertise sera apportée sur les 3 axes, à savoir la formation, la recherche scientifique et l'innovation. Le Maroc multiplie depuis plusieurs années des stratégies face au stress hydrique. D'abord, la politique des barrages lancée dans les années 1960 a permis de construire 152 barrages d'une capacité de stockage globale de 20 milliards de mètres cubes. Au moins 20 autres barrages sont en construction pour atteindre les 26 milliards de mètres cubes à l'horizon 2030. À cela s'ajoute le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées traitées. Des projets qui n'ont visiblement pas empêché la diminution drastique du volume d'eau par habitant. De 2600 m3 en 1960, ce volume a chuté pour atteindre 603 m3 en 2023 et devrait baisser en deçà de 500 m3 d'ici à 2030 selon l'Organisation des Nations Unies ONU. Ainsi, pour renforcer leur efficacité, les experts et chercheurs marocains seront mis en relation avec ceux des grandes universités suisses dans le cadre du nouvel accord de coopération signé par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, Abdelatif Miraoui, et le conseiller fédéral suisse et chef du département de l'économie, de la formation et de la recherche suisse, Guy Parmelin. Outre l'échange d'expériences en matière de recherche scientifique et d'innovation, les experts marocains seront outillés pour le développement de projets d'adduction d'eau potable et d'installation d'assainissement au Maroc. Le Burkina Faso a signé vendredi dernier un accord avec Moscou pour la construction d'une centrale nucléaire. L'objectif est dirigé d'ici 2030 de nouvelles centrales dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest où au moins un quart seulement de la population a accès à l'électricité. Le point avec Rafietou Bireko. Le Burkina Faso et le Mali ont signé chacun un accord avec la société russe Rosatom pour développer leur infrastructure nucléaire civile. Ces 2 pays ont des soucis communs. Celui d'offrir à leur population un accès à l'électricité digne de ce nom. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus moins électrifiés au monde. À peine plus de 20% de sa population est connectée au réseau et tout juste 5% en zone rurale.
En effet, cet accord de coopération porte sur plusieurs points, notamment la sensibilisation des populations aux technologies nucléaires civiles, la formation du personnel, la mise en place d'installations de recherche et d'applications non énergétiques du nucléaire dans l'industrie ou l'agriculture, par exemple. Pour le Mali, l'accord signé avec Rosatom ne mentionne pas réellement de plan concernant la construction d'une centrale nucléaire dans le pays, mais plutôt une simple coopération autour du développement du nucléaire. Pourtant, au Mali, la majeure partie de l'électricité est issue du thermique, de ressources fossiles et coûteuses pour le pays. Mais le pays veut mettre pour l'instant l'accent sur le développement des énergies renouvelables, sur l'énergie solaire photovoltaïque surtout, mais aussi sur l'éolien et l'hydroélectrique. Rappelons que le continent africain ne compte jusqu'ici une seule centrale nucléaire en Afrique du Sud. Néanmoins, certains projets ont vu le jour depuis quelques années. En Égypte, un projet de centrale de 4800 MW, au Nigeria, au Kenya et au Rwanda, souvent liés avec la Russie. Toutefois, aucun n'a été encore abouti à l'exception du projet égyptien actuellement en cours. La construction, si possible, d'une centrale nucléaire au Burkina Faso resterait une grande première pour l'Afrique de l'Ouest. Les autorités égyptiennes viennent de signer un accord avec la nouvelle société C2X pour un investissement de 3 milliards de dollars dans la zone portuaire de Sokouma. L'entreprise produira du méthanol vert pour le soudage des navires. Alessandra Dekambi. La décarbonation du transport maritime devrait s'accélérer dans le monde au cours des prochaines années. Et l'Égypte, qui abrite le canal de Suez où transite 10% du commerce maritime mondial, a sa partition à jouer. Ainsi, les autorités de ce pays d'Afrique du Nord viennent de donner le feu vert à C2X pour la mise en œuvre d'un projet de production du méthanol vert sur le site portuaire de Sokna, dans la zone économique du canal de Suez. C2X collaborera avec l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, le Fonds souverain d'Égypte, l'autorité des Égyptiennes de transport d'électricité pour la mise en place d'installations capables de produire 300 kg de méthanol vert par an dans la première phase. C2X a été lancé récemment avec pour mission de développer, de posséder et d'exploiter des installations de production de méthanol vert dans les lieux stratégiques. Dans le cadre de cette stratégie, Max a réalisé son premier soudage au méthanol vert à Port Saïd en septembre dernier. L'opération a duré 6 heures et a été effectuée par OCI Global, l'un des plus grands producteurs mondiaux d'engrais azotés, qui explore désormais la piste de l'hydrogène vert et ses dérivés pour la décarbonation de plusieurs secteurs de l'économie mondiale. Pour l'heure, 25 porte-conteneurs capables de fonctionner au méthanol vert rejoindront sa flotte au début du premier trimestre 2024. L'objectif est la neutralité carbone d'ici à 2040. La contribution des pays africains à la dégradation de l'environnement et à ses impacts sur les changements climatiques n'est pas suffisante. En effet, cette contribution aux émissions du dioxyde de carbone se situe entre 3 et 5% des émissions mondiales. Pourtant, l'Afrique, comme d'autres régions du monde, doit se tourner vers la transition énergétique. Un projet qui requiert des financements colossaux. Suivant. En Afrique, 6,5 milliards de dollars ont été consacrés en 2022 à des projets de développement sur le continent, dont 1,2 milliard dans le secteur de l'énergie, qui est pourtant un pilier important du développement du continent. Selon le rapport 2023 de Bloomberg NEF, les investissements dans les énergies renouvelables ont chuté de 35% en Afrique. Avec 1/5 de la population mondiale, l'Afrique ne reçoit que 3% des investissements mondiaux dans les énergies, soit 116 milliards de dollars en 2023. Et pour améliorer l'accès à l'énergie sur le continent, les leaders africains ambitionnent de doubler les capacités de production
et d'investissement au cours de la prochaine décennie en mettant l'accent sur les énergies renouvelables. Dans un rapport de l'Agence internationale de l'énergie écrit conjointement avec la Banque africaine de développement, les deux institutions estiment qu'il faudra mobiliser 200 millions de dollars d'investissement d'ici 2030 pour que l'Afrique atteigne un accès universel à l'énergie tout en respectant ses objectifs climatiques. Les réalités changeantes du climat en Afrique et les perspectives connues à ce jour démontrent que le continent africain est l'une des régions du monde les plus vulnérables face aux risques climatiques. Ainsi, le secteur privé est appelé à financer d'ici 2023 plus de la moitié des investissements énergétiques en Afrique. À cet horizon, plus d'un quart de la production électrique pourrait provenir du solaire et de l'éolien, soit 8 fois plus qu'en 2020. Un bateau transporteur des véhicules et de ses passagers lors d'une traversée maritime s'est échoué sur les côtes de la Suède. Cela a provoqué une marée noire après l'échappement du gasoil qui se trouvait dans la coque du bateau. Les opérations de décontamination ont commencé hier et se poursuivent afin de rétablir la situation. Viva Samana nous fait le point. La côte suédoise subit une pollution au pétrole depuis quelques jours. Un ferry qui est un bateau transportant des passagers et des voitures s'est échoué sur le sud du pays à la fin de la semaine dernière. Cet échouement du bateau qui portait à son bord 75 passagers a laissé échapper de la coque une nappe de carburant. Les passagers ont été rapidement évacués après le naufrage selon un communiqué des gardes côtes suédois. Ils précisent que le ferry a laissé échapper du gasoil sur plusieurs kilomètres avant de s'échouer à l'endroit où il est bloqué actuellement. L'enquêteur principal des gardes côtes suédois a déclaré qu'une équipe est sur place pour déterminer la circonstance de l'accident qui a provoqué une marée noire. L'agence suédoise de la protection civile a été appelée en renfort et les opérations de décontamination du site commencent ce lundi. Un épais brouillard règne sur la région, ce qui a rendu difficile l'évaluation de l'ampleur de cette marée noire. Les autorités suédoises, le commandement du navire et l'équipe à terre de la compagnie TT Line à qui appartient le bateau évaluent les dégâts. Henrik Paim, responsable de la supervision maritime à l'agence suédoise des transports, a indiqué qu'il n'y a pas de risque que le navire coule. En Amazonie, la sécheresse extrême ramène des rivières à des niveaux exceptionnellement bas en faisant découvrir d'anciennes gravures dans les roches. Ces gravures en forme de visage humain avaient déjà été observées pour la première fois en 2010. Léonce Sago. Le niveau de plusieurs cours d'eau en Amazonie a drastiquement baissé et laissé apparaître des roches habituellement immergées et qui sont ornées de gravures représentant des visages humains. Ces gravures, vieilles de plus de 2000 ans, constituent un site archéologique d'une grande importance, souligne l'archéologue Jamie Oliveira de l'Institut du patrimoine historique et artistique national IFAN du Brésil. Pour Béatrice Carneiro, historienne et membre de l'IFAN, ce site situé sur les rives du Rio Negro et baptisé Praia das Lajes pour sa valeur inestimable peut permettre de mieux connaître les premiers habitants de la région. Malheureusement, cela réapparaîtrait aujourd'hui avec l'aggravation de la sécheresse, poursuit-elle. Le fait de retrouver nos rivières et de maintenir les gravures immergées contribuera à leur préservation plus que notre travail. Rio Negro, l'un des principaux affluents de l'Amazone, dont le débit a atteint son plus bas niveau mi-octobre depuis 121 ans, recouvrait ces formations rocheuses et les œuvres d'art qui ont été observées pour la première fois en 2010 à la suite d'épisodes de sécheresse. Même si ces apparitions ont ravi scientifiques et visiteurs, le phénomène inquiète. Livia Ribeiro déclare « Nous venons, nous regardons et nous les trouvons splendides. Mais en même temps, c'est inquiétant. Je me demande si cette rivière existera dans 50 ou 100 ans. La région subit depuis des mois des records de chaleur, d'incendies qui dévorent la forêt amazonienne et une sécheresse qui touche le fleuve Amazone et ses affluents. En Amazonie, où la sécheresse affecte plus de 500 000 sur 4 millions d'habitants, le gouverneur Wilson Lima alerte que selon les spécialistes, la saison des pluies ne commencera qu'en novembre cette année et qu'elle permettra difficilement au fleuve de retrouver leur niveau normal. D'après la ministre brésilienne de l'Environnement Marina Silva, cette sécheresse extrême en Amazonie résulte du phénomène El Niño et du réchauffement de l'Atlantique Nord dû au changement climatique incontrôlé causé par les gaz à effet de serre.
Rappelons que des études récentes citées par le New York Times soulignent que la déforestation, les feux de forêt et le réchauffement climatique sont des facteurs qui rendent le poumon vert de la planète de plus en plus vulnérable aux sécheresses extrêmes. Certaines espèces animales présentent un comportement de reproduction particulier. En effet, il arrive que les femelles meurent peu de temps après avoir donné naissance à leur progéniture. Ce phénomène est observé chez plusieurs insectes, notamment chez certaines araignées et menthes religieuses, ainsi que chez certaines espèces de poissons et d'amphibiens. Rafitou Mbériko nous donne plus d'explications dans ce commentaire. Dans le règne animal, il existe un phénomène remarquable chez plusieurs espèces d'insectes, de poissons, d'amphibiens ainsi que chez certaines araignées et menthes religieuses. Chez ces dernières, les femelles peuvent être beaucoup plus grandes que les mâles et la production présente souvent un risque élevé pour elles. Après l'accouplement, la femelle pond ses œufs généralement dans un cocon. Cependant, après la ponte, la femelle peut subir une sénescence post-reproduction qui affaiblit son système immunitaire, l'empêche de se nourrir efficacement et la rend vulnérable aux prédateurs. Dans certains cas, la femelle meurt juste après avoir mis bas, ne survivant pas suffisamment longtemps pour voir ses petits émerger. Cette dualité entre la vie et la mort, entre la naissance et le dernier souffle, offre un spectacle tragiquement beau, figeant un instant d'éternité dans l'histoire de ces espèces animales exceptionnelles. Il faut toutefois noter que ce comportement n'est pas propre à toutes les espèces d'araignées et de menthes religieuses. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Très belle soirée à tous.